Écoutez, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. J'ai l'impression que pratiquement tout a été dit déjà. Alors, je continue à partir de ce que Madame Le Poirier vient de dire, parce que, au fond, ça tombe très bien. Vous voyez ces professeurs qui sont obligés de faire des examens de conscience que j'appelle voilà, des autocritiques, hein, de triste mémoire. Qui ressemble, tous ces textes qu'on a vus ressemblent au catéchisme soviétique, le Diamat. Est-ce que je relève bien les stéréotypes du genre au sein de la classe et dans la cour de récréation? Bravo, soldat Stakhanov, hein, tu as bien travaillé. C'est ça. Alors, vous voyez, l'école peut imposer la science. Et au fond, elle est là pour ça. Si vous avez des élèves au fond de la classe qui disent que 2 et 2 font 5, l'école est tenue de faire des remontrances. Parce que 2 et 2 font 4, pour prendre un exemple extrêmement simple. Il n'y a pas de tolérance en science. Mais ce qui est tout à fait anormal ici, c'est qu'on veut nous imposer une vision du monde. Imaginons qu'on ne parle pas d'idéologie pour ne pas choquer, disons vision du monde, sous couvert de science. Il faut bien voir quand même que tout ça est enseigné dans les cours de SVT, Sciences de la vie et de la Terre, comme s'il s'agissait de l'étude de la feuille ou du marron, comme on faisait quand on était petit. Vous voyez, il ne s'agit pas de ça. Hein. Il s'agit, au fond, d'une véritable vision du monde. Mme Le Poirier a parlé de plan d'action, de régénération. Elle a parfaitement raison. Il s'agit de vouloir régénérer les petits Français. Et ça, c'est tout à fait autre chose que de la science. Alors, ne nous laissons pas avoir. Ça ressemble effectivement à une forme totalitaire. Alors, par définition, bien sûr, tout ce qui est construit peut être déconstruit. Et l'idée ici, c'est que tout est construit. Je voudrais juste insister pour dire que l'enfant a besoin, et Christian Flavigny l'a dit, a besoin de construction culturelle. Ce qu'on appelle les stéréotypes, ce sont des constructions culturelles. Eh bien, l'enfant en a besoin. Un besoin essentiel, constitutif, fondamental. C'est-à-dire que pour qu'il puisse se grandir et se développer, il faut qu'il s'identifie à quelque chose qui existe avant lui. Et ça, ce sont des constructions culturelles. Quelque chose qui le précède et qui, pour ainsi dire, lui donne envie d'exister. Et il faut que l'enfant ait envie d'exister, sinon il n'existera pas, tout simplement. Nul n'existe s'il n'a pas avant lui des déterminations qu'il va suivre, ce qu'on appelle des stéréotypes. Son identité se façonne par le regard qu'il va jeter sur le monde des adultes, qui sont, eux, déjà identifiés. Ça ne marche pas autrement. On ne façonne pas une identité de façon intérieure par une sorte de choix arbitraire. Je vais devenir fille ou garçon de façon arbitraire, mais on se façonne par mimétisme, par ressemblance. Ça ne peut pas marcher autrement. Alors, lorsque nos contemporains croient, d'ailleurs à la suite de Rousseau, par exemple, qu'il ne faut pas proposer aux enfants de religion, de vision du monde ou autre, qu'ils vont choisir eux-mêmes, eh bien, c'est de la sottise. Les choses se passent complètement autrement. Si vous dites à un enfant qu'il faut qu'il n'apprenne aucune langue parce qu'il choisira plus tard sa langue, eh bien, tout simplement, il ne parlera pas. C'est aussi simple que ça. Alors, pour la langue, ça se voit. Ça ne se voit pas pour la religion parce que c'est beaucoup plus fluide. Et néanmoins, c'est tout à fait ainsi que ça se passe. Or, la différence sexuelle, et ça a été dit déjà, je n'insiste pas, c'est la matrice de toute identité, c'est la plus profonde. Donc, un enfant auquel on nie toute identité sexuelle, ce qui est effectivement ici le cas, afin de lui permettre de choisir plus tard, hein, parce que c'est encore ça, va avoir beaucoup de mal à se construire tout seul dans un champ signifiant complètement vide, livré à son caprice arbitraire et, pour ainsi dire, fondé sur le rien. Il deviendra, au fond, un zombie. Alors, l'identité dépend donc de constructions culturelles qui sont transmises dans l'éducation, et ça, on ne peut pas y échapper. La nature et la culture sont complètement imbriquées, on ne peut pas les séparer. Je suis assez terrifiée quand je vois que l'on veut récuser la complémentarité des sexes, puisque c'est cela qui est dit.
la complémentarité, c'est uniquement la relation. Il n'y a pas de relation s'il n'y a pas de complémentarité. La différence, seule la différence permet la relation. On ne peut pas entrer en contact avec son double dans le miroir. Autrement dit, c'est la différence qui nous intéresse chez l'autre, qui suscite l'amitié, qui suscite l'amour, et il n'y a que la différence qui rende la société possible. Or, la différence n'est instruite que par la complémentarité. Donc, c'est assez terrifiant de voir que les gens dont nous parlons sont en train d'essayer de supprimer tout simplement la complémentarité. La complémentarité répond tout simplement à l'incomplétude existentielle des hommes. Nous sommes des êtres incomplets. Nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes complets. Laisser croire que nous pourrions l'être, c'est tout simplement éduquer les enfants dans un monde fictif. Ici d'ailleurs, dans cette affaire, vous avez montré un certain nombre de choses. Dans cette affaire, tout est fictif. Je pense par exemple au début d'un paragraphe de la ligne Azur, que j'ai regardé récemment, où il est dit, je cite, « Dans les pays où la norme est hétérosexuelle ». Enfin, vous regarderez, vous allez trouver ça dans la ligne Azur. Comme si il y avait des pays où la norme était homosexuelle. Enfin, c'est incroyable, on est chez les fous, quoi, complètement. Et en plus, c'est dit avec une sorte de ton de regret, vous voyez, dans les pays où la norme est hétérosexuelle, comme le nôtre, hélas, pauvre pays qui n'a pas encore compris. Enfin, vous voyez, on est complètement dans un monde fictif. Je ne vais pas m'étendre parce qu'il y a beaucoup de choses déjà très importantes qui ont été dites, et d'ailleurs, comme je dis, tout a été dit. Néanmoins, je voudrais quand même dire quelque chose qui n'a pas été dit, et j'espère, Ludovine, que je ne vais pas vider votre salle. Personnellement, je comprends très très bien à quoi répondent les ABCD de l'égalité. Je le comprends parce que je pense que les abus des stéréotypes, les abus, j'entends, les perversions, ont été très grands dans le passé, et d'ailleurs, c'est pas si loin que ça. Lorsque les féministes disaient que les femmes n'avaient le choix qu'entre être mère, être nonne ou putain, pardonnez-moi, c'était pas faux. Je suis désolée de le dire. Quand on voit que les femmes devaient emprunter un nom d'homme pour pouvoir écrire, pour celles qui réussissaient à écrire, eh bien, c'était aussi vrai. Et je répondrai à Thérèse Argot, en toute amitié, que non, à mon avis, non, la hiérarchie des rôles n'était pas subjective. Les rôles tenus par les femmes étaient constamment désignés comme inférieurs, les activités de l'attention désignées comme inférieures devant les activités de la production. Alors, Thérèse Argot a raison de dire on peut renverser les choses, et naturellement les activités de l'attention, elle ne les appelle pas comme ça, mais on est d'accord là-dessus, je crois, elles sont aussi importantes que les autres, bien sûr qu'elles le sont. Ça n'empêche que quand une activité est constamment tenue pour inférieure par tout le monde, eh bien, c'est assez compliqué de relever le défi. Je veux dire que si nous prétendons que tout est rose, que tout a été rose, nous sommes nous aussi dans le déni de réalité. Et ce n'est pas la peine que nous y soyons. Parce qu'à ce moment-là, nous allons chercher des verges pour nous faire fouetter. Et nous sommes en train de casser notre propre baraque. Il faut bien le comprendre quand même. Alors, pour répondre à ces injustices passées, on voudrait essayer de détruire jusqu'au socle humain sur lequel tout repose. Moi, j'appelle ça une catastrophe par libération. Eh bien, mettons-nous en tête ceci, la libération n'a pas tous les droits. Il y a une libération à accomplir, mais elle n'a pas tous les droits. Elle n'a pas le droit de tout briser juste pour exhaler sa haine, vous savez, comme dans l'histoire du vase de Soissons. Je crois que c'est quelqu'un qui, devant l'évêque Rémy, me semble-t-il, c'est vieux, qui brise le vase de Soissons juste pour que l'autre ne l'ait pas. Alors, je pense qu'on n'a pas le droit de faire ça. Au contraire, on se doit d'agir avec plus d'intelligence, plus de mesure, plus de sagesse que ce que nous sommes en train de récuser. L'expérience de déconstruction que nous décrivons à grande échelle, menée sur des enfants en plus, promet des malheurs sans nombre. Et là, nous sommes devant une libération
qui est menée par la haine et qui en vient à défaire, je dirais, jusqu'au berceau du monde, ce que Lévi-Strauss appelait le socle de l'anthropologie. Et tout cela, évidemment, c'est une sorte d'anéantissement par désolation. Comme lorsque Roselyne Bachelot dit « La famille est une construction sociale créée par les hommes masculins pour dominer les femmes ». Voilà. Ce n'est pas le genre de libération que nous avons envie d'attendre. Autrement dit, que les stéréotypes aient été excessivement utilisés, c'est un fait. Et c'est pas seulement, je parle à Christian Flavigny, c'est pas seulement une impression. Il n'y a pas très longtemps, j'ai assisté à un colloque très spécialisé dans lequel j'étais la seule femme sur l'estrade, ça nous arrive très souvent. Eh bien, dans la foule, dans la cohue en sortant, j'ai entendu deux messieurs qui se disaient l'un à l'autre, en parlant clairement de moi puisque j'étais la seule ici, « Ah, je ne pensais pas tout de même qu'une femme puisse avoir une telle capacité d'abstraction. » Alors, c'était pas dit en rigolant. Et quand je raconte ça à des collègues masculins, une fois sur deux, ils me disent « Ah, vous deviez être contente, c'est très flatteur pour vous. » Eh bien non, c'est pas flatteur, c'est humiliant, et ça signifie que les stéréotypes, ça existe. Je suis vraiment désolée. Est-ce que c'est une raison pour tout détruire? Non et non. Hein? Autrement dit, l'impression que j'ai, ça a déjà été dit aussi par Christian, je pense, c'est qu'il y a une sorte de haine du passé, qui est une profonde misanthropie, dans les deux sens du terme, une haine de l'humain, une haine du masculin. Une sorte, si vous voulez, de désespoir de ne pas pouvoir rectifier les injustices. Eh bien, ce que je vous propose, c'est que nous soyons assez intelligents pour relever ce défi et pour rectifier les injustices au lieu de tout anéantir. Je vous remercie.